Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis Philippe Racah, le directeur du département sciences et techniques de la BNF. Au nom du président de la Bibliothèque nationale de France, je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième séance du cycle Un texte à un mathématicien, cycle de conférences que la BNF organise avec la Société mathématique de France et en particulier Martin Andler, professeur de mathématiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui est l'âme de ce cycle depuis son origine. Je suis heureux que vous soyez nombreux et qu'en particulier de nombreux jeunes soient une nouvelle fois présents à cette conférence, malgré les événements qui se déroulent aujourd'hui dans de nombreux lycées. Et je pense que la séance de ce soir sera particulièrement intéressante puisqu'elle concerne, puisque d'une part elle est assurée par une éminente mathématicienne d'aujourd'hui et qu'elle concerne une grande figure, une grande personnalité féminine de l'histoire des mathématiques. Vous avez pu recevoir à l'entrée de la salle la bibliographie que le département sciences et techniques a établie, à la fois sur les œuvres de Sophie Kovalevskaya et sur celle de Michel Audin, la conférencière de ce soir. Des documents qui concernent le cycle de manifestations qui s'est déroulé et qui va continuer à se dérouler autour de Sophie Kovalevskaya au théâtre comme aujourd'hui dans cette salle. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je pense que Martin Andler va vous présenter plus précisément la conférencière de ce soir et le thème de la conférence. Voilà, je vous remercie. Donc, je remercie M. Racah et je remercie la BNF une nouvelle fois pour nous accueillir pour cette conférence. Elle a ce soir un relief particulier parce qu'elle s'inscrit donc dans tout un cycle. Elle s'inscrit dans deux cycles, hein, le cycle de conférences ici, mais aussi dans un cycle d'activités autour du personnage de Sophie Kovalevskaya ce printemps, cet hiver et ce printemps à Paris. Je ne vais pas détailler puisque tout est indiqué en grand détail dans cette brochure qui a été réalisée en collaboration par le comité de rédaction de Tangente, du magazine Tangente, qui est partenaire de ce cycle. Et avec la Société mathématique de France, l'Association Femmes et Mathématiques et le Théâtre national de Chaillot et les autres partenaires de ce cycle de conférences. Vous trouverez donc ici tout un programme d'activités autour du personnage de Sophie Kovalevskaya et de son œuvre mathématique. Sophie Kovalevskaya, en fait, il va en être assez peu question ce soir. C'est une grande mathématicienne, c'est aussi un personnage de légende. Elle a été la première femme à obtenir un doctorat de mathématiques, la première femme à devenir professeure d'université, etc., etc. Mais ça n'est pas de ça qu'on va parler ce soir. Enfin, c'est pas de ça que Michel Audin va parler ce soir. Elle va parler des mathématiques de Sophie Kovalevskaya. C'était Sophie Kovalevskaya, il était très important pour elle qu'elle puisse faire une œuvre de mathématicienne. Elle a eu une vie brève, pendant laquelle elle a pu accomplir un travail de mathématicien ou de mathématicienne extrêmement important. Si vous n'avez pas eu cette brochure, elle est disponible, là, il y a des gens qui la distribuent, donc il suffit de lever la main et vous pouvez l'obtenir. Donc il y a des mains qui se lèvent. Un mot sur Michel Audin, notre conférencière de ce soir. Elle est professeure à l'université Louis Pasteur.
Elle a fait ses études à l'université d'Orsay, au moins à la fin, le doctorat, à l'université Paris 11 à Orsay. Elle est spécialiste de géométrie, différentes formes de géométrie, et ses travaux récemment ont porté sur ce qui s'appelle les systèmes intégrables. C'est une théorie mathématique très moderne, mais que je ne vais pas en dire plus, puisque justement, la raison pour laquelle Michel Audin s'est intéressé aux travaux de Sophie Kovalevskaya, c'est ce rapport entre les travaux de Sophie Kovalevskaya et les systèmes intégrables. Je vous remercie. Bonne conférence. Amusez-vous bien. Bonsoir, merci d'être venu, spécialement aux lycéens et aux étudiants qui avaient peut-être autre chose à faire. Bon, alors, ce n'est pas un cours de mathématiques. Ça veut dire que je vais parler de mathématiques, je vais parler de choses difficiles en mathématiques, mais ce n'est pas un cours. Ça veut dire que si à un moment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je m'adresse particulièrement aux lycéens, si à un moment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, eh ben, vous ne vous arrêtez pas d'écouter parce que peut-être qu'il y aura quelque chose que vous comprendrez juste après. Okay ? Vous n'êtes pas obligé d'avoir compris tout ce que je dis à l'instant T pour comprendre ce que je vais dire à l'instant T plus 1. Bon. Je peux avoir le... Voilà. Donc on va parler du cas de Sophie Kovalevsky. Alors le cycle s'appelle Un texte, un mathématicien, donc on va commencer par regarder le texte. Alors, je vois que c'est très petit, mais vous voyez tous qu'il y a des équations très compliquées. On va les regarder de plus près. Mais avant, on va regarder ce que les profs de français appellent le paratexte. Donc, on va voir que ce texte, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est le résumé d'un travail auquel l'Académie des sciences de Paris, dans sa séance solennelle du 24 décembre 1888, comme ça on sait en quelle année on est, a décerné un prix. Et cet article est paru dans un journal qui s'appelle Acta Mathematica, et qui, vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, est un journal scandinave. Voilà, on continue avec le paratexte. Donc l'auteur de cet article, c'est Sophie Kovalevsky, dont on vous a déjà parlé. Je ne vais pas en parler beaucoup plus. Je vais parler de cet article. Donc voilà quand même la photo de Sophie Kovalevsky. Elle est née, donc, comme vous voyez, en 1850 et elle est morte en 1891, ce qui fait qu'elle a vécu 41 ans. Elle est morte d'une pneumonie. Pendant toute cette période, elle n'a pas toujours fait des mathématiques. Donc elle a eu une vie mathématique, disons, assez brève. Mais à l'époque où elle a écrit cet article, c'est-à-dire juste un peu plus de 2 ans avant de mourir, elle était dans une pleine période d'activité très intéressante. Et donc je vais essayer de vous raconter ce qu'il y a dans cet article. Enfin, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout vous raconter. C'est un article très long avec beaucoup de calculs. Bon, alors ça s'appelle, on va quand même regarder le titre aussi, ça s'appelle « Sur le problème de la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe ». Donc la première question, qu'est-ce qu'un corps solide? Alors je vous en ai apporté quelques-uns pour vous montrer. Donc un corps solide, c'est quelque chose qui ne va pas se déformer quand il va bouger. Hein. Donc typiquement, un corps solide, c'est un truc comme ça. Vous voyez, ça, la patate douce, qui est connue chez les mathématiciens sous le nom de patatoïde. Donc c'est solide, ça veut dire que ça ne va pas se déformer quand vous allez le bouger. Okay. Et puis, il va être fixé par un de ces points et soumis à l'action de la gravitation. Donc, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'image de patate douce, alors ce sera une vulgaire pomme de terre. Donc, il y a le centre de gravité que j'appelle G. Il y a la pesanteur qui est verticale, comme vous savez, constante, que j'ai appelée gamma, là. Et puis, quelque part, il y a un point fixe. Il y a des solides qui ont des formes plus régulières. Par exemple, ça pourrait être un parallélépipède rectangle qui se balade comme ça. Alors, il y a un solide que j'aime particulièrement, c'est celui-là. Donc ça, c'est une toupie. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu une toupie, je vais en mettre une à l'écran. Et puis, je vais vous montrer... je peux avoir un gros plan sur la toupie? Ou ça, si ça marche, hein, sinon vous... Bon, je vais vous la faire tourner. Donc la toupie, donc c'est une toupie, ça tourne, vous voyez.
Et non mais ne rigolez pas, parce qu'à un moment donné, je vais vous demander ce que vous avez vu quand vous avez vu tourner cette toupie. Hein. Donc c'est un exemple, je vais dessiner un exemple qui est un peu plus bizarre. Bon, je vais dévoiler le suspense, ce sera ça la toupie de Kovalevsky. Mais bon, j'expliquerai ça un peu plus tard. Donc ça peut avoir des formes assez variées. Ce qui est important, c'est que la seule force qui s'applique, c'est la pesanteur, et qu'il y a un point fixe. Et que ça bouge pas trop, ça se modifie pas trop au cours du temps. Voilà, alors on revient quand même aux choses sérieuses, les équations. Donc tout le monde comprend que c'est beaucoup trop compliqué pour qu'on y comprenne quoi que ce soit. Donc d'abord, il y a 6 équations. C'est beaucoup. En plus, ce n'est pas des équations algébriques, parce qu'il y a des P sur dt, des Q sur dt, vous voyez. Ah, j'ai un pointeur, je crois. Ouais. Donc vous avez des P sur dt, des Q sur dt, des gamma sur dt, des gamma prime sur dt, ça veut dire que c'est des équations différentielles. On parle de la dérivée de certaines choses. Donc il y a un certain nombre de quantités là-dedans qui sont des inconnues. C'est celle qui s'appelle P, QR et gamma, gamma prime, gamma seconde. Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir compris tout ça pour... enfin, je veux dire le système pour comprendre la suite de l'exposé. Donc, c'est des quantités qui décrivent la position et la vitesse du solide à l'instant t. Et puis, il y a d'autres nombres là-dedans qui sont des constantes, qui sont les coefficients qui sont là, B, C, A, qui sont là. Bon, MG, n'y pensez pas à MG. MG, on fait MG égale 1. Oubliez MG. Il y a X0, Y0, Z0 qui nous intéressent, et puis ABC. Alors, ABC, ça décrit la forme du solide. Par exemple, si vous avez un parallélépipède comme ça, c'est essentiellement les dimensions, les longueurs des arêtes. Bon, avec un objet plus baroque comme la patate, bon, c'est un peu plus compliqué à définir, mais ça existe. Et j'expliquerai pour la toupie comment c'est tout à l'heure. Les constantes ABC décrivent donc la forme disent quelque chose sur la forme du solide, et les constantes X0, Y0, Z0 décrivent la position du centre de gravité par rapport au point fixe. D'accord ? C'est le vecteur joignant le centre de gravité au point fixe. Bon, alors là, c'était l'endroit le plus difficile, les équations, là. Alors, on va revenir parmi ces équations. Parmi ces variables, il y en a une qui s'appelait gamma seconde, là, des gamma secondes sur dt égale. Là, vous voyez, c'est la dernière équation, là. J'ai déjà perdu le pointeur. Quand même. Voilà. Cette équation-là, elle fait intervenir une quantité qui s'appelle gamma seconde. Je vais juste dire qui est cette quantité, parce que c'est celle-là que je vais regarder. Donc c'est le cosinus de l'angle entre le OG et la verticale. Donc je montre ça comme ça. Donc vous avez votre toupie. Vous avez la verticale. La verticale, c'est pas n'importe quoi, c'est la direction de la pesanteur. Hein. Ça, c'est bien défini. Hein. Et puis vous avez l'axe de la toupie, puis vous regardez l'angle qu'il fait avec la verticale. Vous appelez ça alpha. Dans l'autre exemple, c'est la même chose. Hein. Et gamma seconde, c'est juste le cosinus de cet angle. Donc, la seule chose dont il faut se souvenir, c'est... Ah non, ça non. Ça va trop vite. La seule chose dont il faut se souvenir, c'est que gamma seconde, mais on va y revenir, c'était le cosinus d'un angle. Hein? Bon. Donc, je vais à la page 2 du texte. Alors, le texte a 55 pages. Je n'ai pas l'intention de vous les montrer toutes. Hein, c'est la dernière fois. Alors, dans ce texte, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit que ces équations hyper compliquées que je viens de vous montrer, on était parvenu à les intégrer. Alors, intégrer des équations différentielles, ne nous énervons pas, ça veut dire les résoudre. Hein, ne cherchons pas des choses compliquées. Donc, on était parvenu à résoudre ces équations différentielles que dans 2 cas particuliers. Donc, elle nous dit le cas de Poisson ou d'Euler, où on a x0 égale y0 égale z0. Ça veut dire que notre vecteur qui joignait le point O au centre de gravité, il est nul. Donc, le point fixe, c'est le centre de gravité. Je ne vais pas parler très longtemps de cet exemple-là. Le cas de Lagrange, alors le cas de Lagrange, c'est plus marrant parce que c'est ça le cas de Lagrange. Donc Lagrange, ce qu'il a fait, c'est qu'il a résolu les équations dans le cas de la toupie. Donc ça, on va s'y intéresser un peu plus longtemps dans cet exposé. Donc pour résumer ce qu'elle nous dit là, c'est qu'en 1888, on avait un problème classique, puisqu'il avait déjà été étudié par des mathématiciens du XVIIIe siècle, Euler notamment, qui n'était pas n'importe qui.
et Lagrange. Et puis après Euler et Lagrange, il ne s'est plus passé grand-chose sur cette question-là. C'était un problème célèbre, c'est-à-dire que les gens s'intéressaient à la solution, à ce que ce problème est une solution et à résoudre ce problème, mais ils n'y arrivaient pas. Par exemple, en 1852, il y avait eu un prix qui avait été proposé par l'Académie prussienne des sciences. C'était un prix de 100 ducats, ce qui n'était pas rien à l'époque, et personne n'a proposé de solution. C'était trop difficile. On appelait ça en Allemagne la sirène mathématique. Donc c'était un problème célèbre et difficile. Je vous fais remarquer, tant qu'on en est là, pour faire du paratexte encore, qu'on a parlé d'une mathématicienne russe qui avait un prix de l'Académie des sciences de Paris, qui écrivait en français dans un journal suédois, qui avait fait ses études en Allemagne. Là, on a un mathématicien suisse, Euler, qui a passé la plus grande partie de sa vie en Russie, et Lagrange, qui, comme son nom ne l'indique pas, était un Italien, et qui a passé une grande partie de sa vie en France. Donc vous voyez que l'Europe mathématique, ça existait, ça continue à exister bien avant l'Europe politique. Bon, ça, c'est une petite récréation comme ça. On passe aux choses sérieuses. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais raconter dans le reste de cette conférence? Je vais raconter ce qu'on savait. Je vais raconter le cas de Lagrange, en fait. Qu'est-ce que c'est que la toupie de Kovalevsky et comment elle l'a trouvée? Et si j'ai le temps, je vais dire pourquoi je trouve que pourquoi ce travail est moderne et pourquoi on en parle maintenant. Pourquoi c'est intéressant d'en parler maintenant, en 2001. OK? Excusez-moi, 2000. Bon, vous avez échappé au ventre de gravité qui était sur un transparent en début d'après-midi, hein, donc je vais sûrement dire de bêtises. Bon, alors, donc le cas de Lagrange, c'est ça. C'est décrit de façon compliquée en termes de la matrice d'inertie, mais c'est ça le cas de Lagrange. Hein. Alors Lagrange, c'est lui. Donc ce monsieur grave et sérieux s'est amusé à regarder tourner une toupie et à essayer de comprendre comment ça marchait. Qu'est-ce qu'il voyait? Alors, moi, je vous ai montré une toupie tournée. Vous voyez des choses quand vous voyez tourner une toupie. Je suis sûre que Lagrange a vu des choses différentes. Je vais vous les expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde une toupie? Bon, alors je ne vais pas refaire l'expérience parce que c'est un peu... Quand ça marche une fois, ce n'est pas la peine de retenter le diable. Bon, donc la toupie, tout le monde a vu, elle tourne autour de son axe. Alors, ça, c'est un mouvement de rotation autour de son axe. Voilà, que je vais montrer comme ça. Pour faire une analogie, on peut remplacer la toupie par exemple la Terre. La Terre qui tourne autour de son axe. C'est intéressant pour ce que je vais dire après. Donc on va remplacer la toupie par la Terre qui tourne autour de son axe. C'est un mouvement de rotation autour de l'axe comme ça. Vous savez que la Terre, elle ne fait pas que ça. Elle ne fait pas que tourner autour de son axe. Parce que son axe aussi, lui, il tourne. C'est ce qu'on appelle un mouvement de précession. Vous avez sûrement déjà tous entendu parler de précession des équinoxes. Et bien, ça dit juste que l'axe de la Terre, il décrit un cône et tourne comme ça. La toupie fait la même chose. Donc la toupie, elle a un mouvement de rotation, un mouvement de précession, et si on regarde mieux, on s'aperçoit qu'elle a aussi un mouvement de nutation. Alors le mouvement de nutation, je vais vous le montrer plutôt sur la Terre d'abord. Donc vous avez cet axe qui décrit un cône comme ça, mais en fait c'est pas vrai. Il ne décrit pas vraiment un cône. Il décrit un cône, mais il fait des petits festons autour du cône. Alors on va regarder ça de plus près. Il a l'air de décrire un cône, mais si on regarde de plus près, vous voyez, il y a des petits festons qui apparaissent. Ça, c'est le mouvement de nutation de la toupie, de la Terre. Et bon, sur ce dessin-là, il est un peu exagéré. Hein. Donc en principe, quand vous avez vu tourner la toupie tout à l'heure, ce que vous auriez dû voir, ce que vous auriez vu si vous aviez été Lagrange, c'est que la toupie, elle tourne autour de son axe, que l'axe, il tourne autour de la verticale et qu'en plus, il fait ça avec des petits festons. Bon, alors je vais vous expliquer comment Lagrange a résolu les équations et comment il a décrit les petits festons. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les lois de conservation de la physique. L'énergie est conservée, il a dit ça. Et puis, comme c'est une toupie qui a un axe de révolution, évidemment que le moment par rapport à l'axe de révolution doit être conservé.
Donc on a des quantités conservées, on est content. Parce que quand on a ça, on est capable de trafiquer dans nos équations différentielles à tel point qu'on arrive à se ramener à une... Vous vous rappelez, on avait 6 équations. C'était vachement compliqué. Et on arrive à se ramener à une seule équation. Donc on va éliminer toutes les inconnues, sauf ce truc qui s'appelait gamma seconde tout à l'heure. Vous vous rappelez gamma seconde? Vous vous rappelez pas, c'est pas grave, je vais vous montrer. Gamma seconde, c'était le cosinus de l'angle, là. D'accord? Vous voyez bien que si jamais vous décidez que la longueur de l'axe, comme vous êtes des mathématiciens, vous avez le choix des unités, vous décidez que c'est 1, donc la longueur de l'axe de la toupie de là à là, c'est 1. Alors évidemment, le cosinus de l'angle alpha, c'est exactement la hauteur, l'altitude où se trouve l'extrémité de l'axe de la toupie. D'accord? Donc ce gamma seconde, c'est juste la hauteur de l'extrémité de l'axe de la toupie. Donc c'est quelque chose. Vous remarquez que quand je veux parler de la nutation, c'est de ça que je parle. Je regarde comment la toupie, comment l'axe de la toupie varie, comment la hauteur varie. Alors là, ça devient vachement compliqué. Attention, accrochez-vous. Donc notre gamma seconde devient solution d'une équation différentielle. Alors je me suis dit, si on continue à l'appeler gamma seconde, tout le monde doit croire que c'est la dérivée seconde de gamma, donc on est fichu, donc on va l'appeler x. D'accord? Parce que gamma seconde, c'est trop compliqué. Dérivée par rapport au temps, j'appelle ça dx sur dt. Ça veut dire, j'ai décrit, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une dérivée, c'est pas très grave, je suis en train juste de décrire comment ça varie quand le temps varie. Bon, j'écris aussi x point parce que j'aime bien. Et alors on arrive à une équation qui est de cette forme-là. Donc c'est dérivée par rapport au temps au carré égale polynôme. Je peux expliquer quelque chose? Si vous êtes complètement largué, que vous ne comprenez rien, vous vous dites. Hein. L'idée, ce n'est pas de vous montrer que moi je sais faire, hein, c'est de vous expliquer les choses. Bon, donc il y a ce x là qui est la hauteur, on regarde comment cette hauteur varie, et là je décris la vitesse à laquelle elle varie quand je donne la dérivée par rapport au temps. D'accord? Et là j'ai une relation extrêmement compliquée qui est la dérivée au carré, c'est un certain polynôme de degré 3. Tout le monde voit que ce truc doit être de degré 3 parce qu'il y a x carré là, puis 2x là, et alors, du coup ça fait 2x3 le terme de plus haut degré. D'accord? Bon, admettons ça. Ça, il y a une boîte noire, hein, je ne vous ai pas dit comment je faisais, mais bon, on arrive là. Donc on a un polynôme de degré 3. Et alors là, c'est un peu bas, là, donc je vais me pousser pour que vous voyez. Donc le x et sa dérivée, il vérifie une équation truc au carré égale p de x. D'accord? Donc si j'appelle la dérivée, si j'appelle y, parce que c'est plus simple quand même, je vois que y et x et y doivent vérifier une équation qui est y carré égale p de x, où p c'est un polynôme de degré 3. C'est bon? Moi j'appelle ça une courbe. Y carré égale p de x, et je vais vous montrer pourquoi. Alors on va la dessiner, comme ça vous serez convaincus que c'est une courbe. Alors je sais qu'il y a des élèves et puis certains qui sont avec leurs profs dans la salle, alors je vais faire des tas de trucs que les profs vous interdisent de faire. Hein. Moi, je suis mathématicienne professionnelle, donc j'ai le droit de faire. Donc, y carré égale p de x, et y égale racine de p de x, ou y égale moins racine de p de x. C'est compliqué. Alors, je vais commencer par regarder le graphe du polynôme p lui-même, sans faire y carré, juste le graphe là. Donc, c'est un polynôme de degré 3. Ça se présente comme ça. Si on regarde comment est écrit ce polynôme, on voit qu'il y a un terme en x3 qui est 2x3. Bon, si vous savez, vous voyez bien que ça veut dire qu'il y a une branche infinie comme ça ici, puis une autre de l'autre côté. Et ce qui est vachement important pour moi, tout de suite, c'est qu'il y a 1 moins x au carré ici. Ça veut dire que quand je fais x égale 1 dans cette équation, je trouve quelque chose qui est négatif. Parce que ce qui est là, ça s'en va, et puis j'ai moins truc au carré. Si par hasard vous vous étiez demandé pourquoi j'avais écrit le polynôme sous cette forme compliquée, c'était juste pour ça. Donc, quand en 1, ce polynôme, il est négatif. D'accord? Donc, quand je vais faire y égale racine de p de x et tout ça, sur toutes les parties qui sont noires sur l'axe des x, vous verrez rien. Et puis, évidemment, sur les parties vertes, vous verrez quelque chose, et ce que vous verrez, c'est ça.
La courbe est symétrique par rapport à l'axe y. Donc par exemple, là c'est un moment, vous pouvez recommencer à comprendre à partir de là, on regarde cette courbe-là. Donc x il est là, y il est là. Je vous rappelle que x c'était cosinus de quelque chose. Hein? Donc la partie où x est plus grand que 1, ça ne nous intéresse pas. Okay? Donc on a ce petit ovale là. Et le reste, on peut l'oublier. Et quel est le rapport avec la toupie? Eh bien, le rapport avec la toupie est le suivant. Donc, les abscisses, ici, c'est x, là, qui est ma hauteur. L'ordonnée y, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Ah, c'est vachement compliqué. Hein. Et ben, qu'est-ce que ça veut dire que mon x il reste coincé entre A et B comme ça? Ben, ça veut dire que la hauteur de mon axe, elle reste coincée entre A et B comme ça, entre deux cercles comme ça. J'espère que... Là, j'ai montré qu'avec cette équation-là, je pouvais éventuellement décrire la nutation. En tout cas, je pouvais décrire le fait que je reste coincé entre ces deux cercles parallèles sur la sphère. Pourquoi il y a une sphère? Pardon. Il y a un point fixe qui est O, qui est le point sur lequel la toupie repose. L'axe est longueur fixe. Alors évidemment, l'extrémité de l'axe, il est sur une sphère. Hein. Là, il peut pas... la toupie, elle reste... elle garde toujours la même forme. Bon, alors, donc là, j'étais en train d'expliquer ce que Lagrange a vu quand il a vu tourner la toupie, que vous n'aviez pas tous vu, je suppose, avant, moi non plus d'ailleurs. Donc lui, il a regardé ça. Mais Sophie Kowalewski, ce qu'elle voulait faire, c'était revenir au cas général du patatoïde là, qui se promenait dans son champ de pesanteur, et elle voulait résoudre les équations dans le cas général. Hein. Donc, elle s'est mise à regarder autrement. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde une toupie? Eh bien, je regarde les cas que je sais déjà résoudre, Euler, Lagrange. Je regarde les propriétés qu'ont les solutions dans ces cas-là, et je me demande si par hasard il y aurait d'autres cas, d'autres formes du solide, d'autres positions du point fixe, du centre de gravité, où les mêmes propriétés pourraient être satisfaites. Ce n'est pas une mathématicienne qui arrive et puis qui se dit comment je vais trouver un cas, je vais pouvoir laisser mon nom à un cas. Ce n'est pas ça du tout. Elle veut résoudre et alors elle regarde ça. Alors elle nous dit, donc ça c'est un texte que j'ai déjà montré mais je n'ai pas lu la fin, donc je vais lire la fin. Elle nous dit, les 6 quantités, dans les deux cas où on sait résoudre, les 6 quantités PQR, gamma, gamma prime, gamma seconde sont dans ce cas des fonctions uniformes du temps. Oh là là, ça devient vraiment technique. Hein. Ça veut dire des fonctions du temps, ne nous énervons pas, vous pouvez oublier uniforme. N'ayant d'autres singularités que des pôles pour toutes les valeurs finies de la variable. Ça je vais expliquer. Des pôles, ça veut juste dire qu'il y a des endroits où ça tend vers l'infini. Un pôle, ça veut dire que ça part à l'infini quelque part. Je vais vous montrer un exemple de fonction qui a un pôle, une fonction que tout le monde connaît. La fonction t donne 1 sur t2. Un pôle, ça veut dire, quand on va s'approcher de 0, hop, ça va exploser. Comme ça. C'est clair, c'est ça un pôle. Donc, ce n'est pas un truc... Vous avez tous déjà rencontré des pôles sans le savoir. C'était bien le... Hein, je peux vous le remontrer si vous voulez. Bon, mais en fait, on n'a pas vu ça. Il n'y avait pas de pôle, parce que vous avez vu tourner la toupie, vous n'avez peut-être pas vu la même chose que Lagrange, mais vous avez bien vu que cette toupie, elle est restée entière, elle n'a pas explosé, il n'y a rien qui est parti à l'infini. Donc les pôles, il n'y avait pas, en fait. On dit qu'il y a des pôles, mais on ne les a pas vus. C'est peut-être parce qu'on n'a pas bien regardé. Donc on va regarder autrement. Alors c'est là qu'il faut faire preuve d'une qualité qui est une qualité essentielle chez un mathématicien, même si ce n'est pas celle qui est le plus mise en avant dans les études secondaires, c'est l'imagination. Donc la mathématique, disait Sophie Kovalevskaya, est la science qui demande le plus d'imagination. Alors on va imaginer un petit peu. On va re-regarder la toupie d'une autre façon. Donc on avait notre petite toupie là, que nous avons regardée bêtement, on l'a vu tourner comme quand on était petit et qu'on jouait avec.
il y a le gars Lagrange qui est arrivé, puis qui a regardé la toupie tourner, puis il nous a dit que bon, finalement, il y avait des choses vachement intéressantes en regardant cette courbe compliquée, là, qui permettait de décrire le mouvement de la toupie. Et voilà Sophie Kowalewski qui arrive, et puis qui dit, oui, mais on a oublié quelque chose. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas regarder cette partie-là de la courbe, la partie rouge, là, parce qu'elle est au-dessus de valeurs de x qui sont plus grandes que 1, et chacun sait qu'un cosinus, c'est plus petit que 1. Donc ça, on ne va pas le voir. Sauf que, évidemment, là, il y a quelque chose qui est quand même pas mal, c'est que ce morceau-là, contrairement au petit ovale bleu, ce morceau-là, il a des branches infinies. Vous voyez qu'il a des branches infinies. Donc là, il y a peut-être des choses qui partent à l'infini. Et donc c'est à cet endroit-là qu'il se passe quelque chose de vraiment intéressant qui fait qu'il y a une idée dans cet article. Voilà, alors donc nous on est là avec notre cosinus qui est plus petit que 1, et puis on aimerait bien regarder des cosinus plus grands que 1, alors on va essayer d'imaginer ce que ça peut être qu'un cosinus plus grand que 1. Donc comment je fais pour imaginer un angle dont le cosinus est plus grand que 1? Alors là, j'ai un peu de mal. C'est la partie de l'exposé qui m'a donné le plus de mal. Là. Mais bon, j'y suis arrivée. Bon, donc j'écris que cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale 1. S'il y en a parmi vous qui ont fait des études il y a longtemps et qui ont oublié des formules, c'est une formule qu'on apprend en seconde. Donc c'est pas un niveau très ou à la rigueur en première. Donc c'est pas, ça va, on peut. Donc évidemment, ce nombre-là, pourquoi il est plus petit que 1? Il est plus petit que 1 parce que sinus carré alpha, c'est positif. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Dire que ce nombre est plus grand que 1, ça serait dire que sinus carré alpha est négatif. D'accord? Donc, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, la vie. Pour imaginer un angle dont le cosinus est plus grand que 1, il suffit d'imaginer un nombre dont le carré est négatif. Et ça, tous les élèves de terminale savent faire. Voilà, merci, j'avais oublié comment ça s'appelait, donc c'est les nombres complexes. Voilà, donc, alors pour ceux qui par hasard seraient en terminale et n'auraient pas encore vu les nombres complexes, ou ceux qui auraient oublié les nombres complexes, c'est un truc très simple, les nombres complexes, ça se présente comme ça. Voilà. En bleu, là, vous avez les nombres réels, en haut. Et puis en bas, vous avez les nombres réels avec leur carré. Alors vous voyez, la partie noire, elle n'existe pas. Il fallait que je la mette pour que vous sachiez qu'elle pourrait être là, mais elle n'existe pas. Donc vous prenez le carré de n'importe qui, c'est positif. Vous tombez dans la partie bleue. Mais moi, j'ai envie d'avoir des carrés négatifs. Pour avoir des cosinus plus grands que 1, j'ai envie d'avoir des carrés négatifs. Okay? Donc je veux atteindre la partie orange. Alors c'est pas dur. Je rajoute des nombres sur la droite orange dans mon espace de départ. Et puis voilà. Et comment je fais pourquoi ces nombres-là, si je vous montre sur mon écran d'ordinateur, c'est pour ça. Pourquoi ces nombres-là, ils vont avoir un carré ici? Eh bien, c'est pas dur. Comment on va faire le carré comment on fait le carré d'un nombre? Là-dedans, là. Par exemple, ceux-là. Je regarde l'angle qu'ils font avec l'axe des x, là, c'est-à-dire 0. Je le multiplie par 2 et hop, je les pose là. Les nombres réels positifs, ils ont des carrés positifs. Ceux qui sont là, il faut un angle de 180 degrés avec les réels positifs. Je multiplie l'angle par 2 et top, je tombe là. Le carré d'un nombre réel est positif. Jusque-là, on n'a rien fait. Hein. Mais ceux-là, il faut un angle de 90 degrés ici. Donc si je double cet angle, eh ben, je vais justement tomber là. C'est comme ça qu'on fait le carré d'un nombre complexe. Donc c'est quand même sympathique, les nombres complexes. Par exemple, si je prends cette droite-là, les nombres qui sont sur cette droite-là, pour faire leur carré, tout le monde a compris, je regarde l'angle vert, là, je le multiplie par 2, et hop, j'ai les carrés. D'accord? Donc dans les nombres complexes, on peut faire tout ce qu'on veut. On a des carrés négatifs, et on a des cosinus plus grands que 1. Donc on décide que le temps, c'est une variable complexe, au lieu d'être une variable réelle, c'est un nombre complexe, et alors on peut avoir des toupies qui explosent sans qu'on s'en aperçoive. Bon, alors maintenant, ça va être là le moment le plus horrible pour les profs de maths qui sont dans la salle. Donc je vous explique comment Lagrange résout son équation différentielle. Donc c'était chose au carré égale polynôme P de x.
Bon, là, j'ai rien fait. J'ai juste décidé que le x point, je l'appelais dx sur dt. Ça, c'est rien. Hein. Mais machin e carré égale p de x, pour moi, c'est trop compliqué. Moi, ça s'écrit comme ça. dx sur dt égale racine de p de x. Vous voyez, c'est vachement bien d'être mathématicien professionnel parce qu'on a le droit de faire des choses qu'on n'avait pas le droit de faire avant. Ce que je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'écrire, évidemment, dt égale dx sur racine de p de x. Voilà, au point où j'en suis, personne ne va m'empêcher de faire ça. Puis bien sûr, je vais intégrer des deux côtés, je vais prendre des primitives. Quelqu'un a quelque chose à redire à ça? Non, je fais ça. Donc j'écris t, j'intègre dt, ça me fait t, puis j'intègre de l'autre côté, puis je prends une primitive de 1 sur racine de p de x, j'appelle ça phi de x, peu importe ce que c'est, et j'ai écrit t égale phi de x. Malheureusement, je ne suis encore pas contente avec ça, parce que moi, je ne veux pas dire comment le temps varie en fonction de la hauteur de l'axe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous dire comment la hauteur de l'axe varie en fonction du temps, bien entendu. Mais ce n'est pas grave, il y a des fonctions inverses, c'est fait pour ça. Donc j'écris x égale psi de t. Voilà, j'ai commis, je crois, à peu près tous les tabous. Mais n'empêche que c'est comme ça qu'on travaille. Donc c'est comme ça qu'on résout. Non, ça veut dire qu'on peut... Non. Soyons sérieux, vos profs de maths ont parfaitement raison, ça veut dire qu'il faut que je justifie tout ce que je fais, mais bon, on n'est pas là pour ça ce soir. Hein. Donc on regarde notre petite courbe. Ce que j'ai fait là, je vous ai dit qu'en regardant cette courbe-là, qui était donnée par l'équation que j'avais au début, la chose au carré égale p de x, en regardant cette courbe-là, je pouvais déduire x en fonction de t. Alors je vais vous montrer x en fonction de t. Vous vous rappelez, là, en abscisse, vous avez x, et en ordonnée, vous avez sa dérivée. C'est quand même un peu compliqué. Hein. Moi, ce que je veux mettre, c'est en abscisse t et en ordonnée x. Alors, ça se présente comme ça. Alors, vous voyez, vous pouvez me croire, parce que le x, il est bien compris entre a et b, comme ici. C'est le petit trait vert, là. Et puis, la dérivée qui est x point, là, le x point, là, ici, il est nul, par exemple. Eh bien oui, en a, ici, il est nul. Enfin, ça fait une fonction périodique, comme ça. Et voilà comment Lagrange a résolu son équation, son problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait de plus quand on met les nombres complexes? Maintenant, c'est ce que je vais vous montrer. Donc j'ai dit que Sophie Kowalewski avait considéré le temps comme une variable complexe, donc ça apporte quelque chose à notre vision du monde. On va considérer cette fonction psi que je vous ai dessinée tout à l'heure, celle-là, celle qui apparaît ici. Donc ça, c'est la fonction psi qui est écrite ici. En fait, elle porte un nom en mathématiques, elle s'appelle la fonction P de Weierstrass. Des objets qui ont des noms comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer la fonction P de Weierstrass. Donc, c'est un peu compliqué à représenter parce que c'est une fonction qui prend un nombre complexe et qui le transforme en un nombre complexe. Donc, ça, c'est des choses que même les élèves de terminale qui connaissent bien les nombres complexes, en général, ils n'ont pas rencontrés. Donc, ça commence à être des mathématiques un peu évoluées. Donc, je vais représenter mes deux choses comme ça. Et je vais représenter maintenant cet axe dt qui est ici. C'est les t réels dans le plan complexe. Okay, alors les voilà. Donc c'est l'axe dt, le même axe dt qui est là, sauf que maintenant je le vois dans le plan complexe. J'imagine dans le plan complexe. Bon, je vous rappelle que ce qui m'intéresse là pour comprendre la démarche de Sophie Kowalewski, c'est le petit bout de courbe rouge qui est ici. Eh bien celui-ci, je l'obtiens par une autre droite dans le plan complexe qui n'est pas l'axe réel, mais qui est une droite parfaitement honnête. Et si je fais la même manip à partir de cette courbe rouge que j'ai faite à partir du petit ovale pour récupérer ça, eh ben ce que je récupère, c'est une courbe comme ça. J'espère que ça vous rappelle quelque chose. C'est l'épaule, là. Hein, si par hasard il y a des collègues dans la salle qui s'étaient demandé pourquoi j'avais mis 1 sur T2, ben maintenant ils savent. Alors la fonction P de Weierstrass, c'est un truc très joli.
pour vous expliquer que ce n'est pas des mathématiques très difficiles, le dessin de toutes les couleurs qui est là, qui représente la fonction P de Weierstrass d'une façon que j'expliquerai peut-être plus en détail si on pose des questions à la fin, mais pas maintenant. Ce beau dessin-là, a été fait par un étudiant du magistère de Strasbourg, à ma demande, donc ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Hein. Non, mais c'est un étudiant de 3e année. Voilà. Bon, donc c'est un joli truc avec des pôles, il y a des choses qui partent à l'infini. Donc voilà la fonction P de Weierstrass en couleur. La couleur a un sens, hein, une signification. Bon, alors qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce que c'est que le cas de Kowalewski? Donc elle se demande, ce que se demande Sophie Kowalewski, c'est est-ce que cette propriété, c'est-à-dire avoir des pôles, ce que je viens d'expliciter assez longuement là, cette propriété des solutions, avoir des pôles qu'on a remarqué pour notre toupie, que je viens de vous expliquer pour cette toupie-là, est-ce que par hasard, il y aurait d'autres exemples de patates pour lesquels ça pourrait se produire aussi, le fait que les solutions n'aient que des pôles? C'est ce qu'elle se demande. Donc elle regarde le système, elle re-regarde le système dans le cas général, je vous remonte les équations. Comme tout le monde a compris qu'il ne fallait pas comprendre ces équations, c'est juste pour faire joli. Donc elle se demande s'il y a d'autres formes du solide ou d'autres positions du centre de gravité pour lesquelles on aura la même propriété. D'accord ? Ça peut vous sembler compliqué de demander que les solutions aient des pôles, mais maintenant il faut que vous acceptiez une vérité que je ne peux pas vous expliquer, qui est que c'est ce qui peut arriver de plus simple. Ça pourrait être infiniment plus compliqué. Une solution avec le temps comme variable complexe, il pourrait y avoir des choses très très compliquées qui se passent et qui ne sont pas juste des choses qui tendent vers l'infini gentiment comme des pôles. C'est vraiment ce qui peut se passer de plus simple. Donc elle se demande si ce comportement simple pourrait se produire dans d'autres cas. Bon, et alors c'est tellement simple que ça n'arrive presque jamais. C'est justement ce que j'ai écrit, ouais. Et ça se produit dans 3 cas, devinez, le cas de l'air, le cas de Lagrange, et le nouveau cas qui est le cas de Kowalewski. Alors bon, ça se décrit comme ça, les moments d'inertie, disons, les ABC qu'il y avait au début de l'exposé, qui sont dans les équations, doivent vérifier cette propriété, et puis le Z0 doit être nul. Je vais vous montrer une toupie de Kowalewski, vous allez même la voir tourner dans quelques instants. Donc elle est là. Et donc elle dit, bon ben voilà, maintenant je regarde ce cas-là, puis puisque je sais que ça va être simple, et ben je vais résoudre dans ce cas-là. Donc elle dit ça, on est à peu près à la page 4-5 de l'article, et il y a 55 pages, donc le reste, c'est ce qu'elle fait effectivement. Il y a 55 pages de calcul, 45 pages de calcul, après quoi, eh ben, elle arrive à exprimer les solutions. Alors, bon, ça c'est juste pour dire, elle a exprimé les solutions, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué que la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure, mais de même nature. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que sont les fonctions θ de variables pour écouter la suite de l'exposé. Alors, bon, en fait, ça tombait vachement bien quand elle l'a fait parce que c'était des fonctions qu'on venait d'inventer, puis ça servait à rien. C'était très compliqué, ça servait à rien, personne s'en servait. Donc, la commission qui a donné le prix disait que, enfin ça s'applique. Ah, c'est bien parce que enfin ça s'applique. Et donc les applications avaient été bornées jusqu'ici à l'analyse pure et à la géométrie, maintenant ça s'applique à la mécanique. Donc c'est un peu comme maintenant, quoi. Il faut que ça s'applique pour que ça soit intéressant. Bon, passons. Bon, alors je vous dis, tout ça s'est passé dans les années 1888. Et puis c'est des choses qu'on a un peu oubliées, jusqu'en 1976, où est paru l'article dont vous voyez le titre ici. Donc c'est un article publié par des mathématiciens russes où il est question d'une équation compliquée qui est l'équation de Korteweg-de Vries, oublions-la, et dans laquelle les fonctions θ de 2 variables et la méthode de Sophie Kowalewski réapparaît 90 ans après, presque 90 ans après le travail en question. Bon.
En 1982, je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec ça, mais en 1982, il paraît un article de deux mathématiciens, un américain et un belge, très célèbres dans la théorie des systèmes intégrables, puisqu'ils font partie de ceux qui l'ont créé, où ils remettent vraiment la méthode de Kovalevsky. Même si vous ne parlez pas anglais, vous comprenez qu'il y a cette méthode asymptotique, ça veut dire qu'on parle de choses qui tendent vers l'infini. Cette méthode de Kovalevsky dans un contexte moderne. Et c'est ce qu'on appelle la théorie des systèmes intégrables. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un système intégrable, contrairement à ce que j'avais promis. Parce que je ne vais pas donner de définition, mais je vais vous montrer des systèmes intégrables. Donc un système intégrable, pour dire les choses de façon simple, c'est un système différentiel, ça décrit un système mécanique, quelque chose qui bouge, et il y a beaucoup de quantités conservées. Comme on avait vu tout à l'heure, il y avait l'énergie, et puis pour la toupie, là, il y avait le moment par rapport à l'axe. Donc c'est pas mal de quantités qui ne varient pas au cours du temps. Et du coup, le comportement des solutions, je ne vais pas expliquer, mais je vais montrer des exemples. Le comportement des solutions à long terme est extrêmement simple, extrêmement régulier. C'est presque périodique, en fait, pour être tout à fait précis. Bon, voilà des exemples de systèmes intégrables. Donc celui-là, vous connaissez. On a vu que le mouvement faisait apparaître une petite zone sur la sphère dans laquelle l'axe de la toupie allait bouger, allait rester confiné. Un autre exemple simple, c'est celui de ce qu'on appelle le pendule sphérique, c'est-à-dire vous accrochez une ficelle à un point, et puis vous faites... c'est un pendule, quoi. Mais vous ne le faites pas bouger dans un plan, vous le laissez bouger dans l'espace. Ce qu'on voit là. La figure suivante montre, vue du dessus, une trajectoire du pendule. Vous remarquez que, comme dans le cas de la toupie où il y avait les deux bandes, là, eh ben, il y a aussi une bande dans laquelle la trajectoire va rester confinée. C'est typique de ce qu'on appelle un système intégrable, et c'est ça la régularité que j'évoquais il y a quelques minutes. Bon, il y a d'autres exemples. Bon, je vais peut-être passer les exemples, c'est des surfaces de révolution, des géodésiques sur des surfaces. Et voilà l'exemple que je vais vous montrer, la toupie de Kovalevsky, je vais vous la montrer tourner. Je vais même vous la mettre en mode plein écran, comme ça sera plus joli. Donc ça, c'est une toupie de Kovalevsky. Donc vous la voyez tourner. Vous allez la voir tourner encore un peu. Allez. Non, parce qu'il parle pendant ce temps sur le DVD, mais comme c'est en allemand. Donc voilà différents mouvements possibles. C'est des mouvements à basse énergie. Donc il y a des mouvements de rotation simple, des mouvements de type pendule. Après, ça va être plus marrant. C'est une simulation par ordinateur. Hein. Là, ça commence à devenir plus amusant. Hein. Après, on va augmenter l'énergie, et comme elle va avoir plus d'énergie, elle va se mettre à faire des trucs plus fantasques. Bon, là, ça va plus vite, mais ce n'est pas vraiment plus fantasque. Mais attention. Vous voyez la précession et la nutation, là? Ah là, on voit bien quand même. Hein. Eh bien, ce n'est pas du tout chaotique, hein. C'est très régulier, contrairement à ce que vous pourriez croire. Et alors, ils vont nous montrer... on va regarder encore quelques images où on voit les trajectoires, justement, dans des bandes un peu comme ce que j'ai raconté avant, ce que j'ai montré avant. Bon, là, il nous montre les axes d'inertie de la toupie. J'ai pensé que si je vous passais un commentaire en allemand, ça n'allait pas vous plaire. Donc j'ai préféré pas mettre le son.
Bon, alors elle bouge maintenant. Hein. Donc là, ce qu'on montre, c'est comment bouge le repère fixe par rapport à la toupie quand la toupie est mobile. Bon, voilà, alors ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà des exemples de trajectoires qu'on voit se dessiner sur une sphère et qui ressemblent à celles qu'on a vues tout à l'heure. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette récréation mathématique et qu'on va repasser à la présentation. Voilà, donc c'était ce dessin schématisé, la toupie de Kovalevskaya, que vous avez vu tourner, dont vous avez donc vu qu'elle produisait le même genre de... Le point fixe, c'est une bonne question, je l'avais fait sur la première figure. Le point fixe est là. Donc, si vous voulez réaliser ça, soit vous faites une simulation par ordinateur, comme celle que j'ai montrée avant, soit il faut mettre une suspension par cardan, mais peut-être à la fin, je remontrerai les images du début du DVD où ils le font. Donc, ce qu'ils ont fait, peut-être je vais dire qui sont ils. Donc, c'est l'Institut de physique non linéaire de l'Université de Brême, en la personne notamment de Peter Richter, qui a réalisé ce DVD. Donc la simulation par ordinateur, elle a été précédée de la construction d'une toupie de Kovalevsky en cuivre, je pense, et elle tournait grâce à une suspension par cardan, donc qui forçait ce point-là à être fixe. D'accord ? L'axe des Z. Ah, bonne question. L'axe OG, c'est celui-là, et les deux axes, c'est ceux qui étaient montrés sur la figure, dans le DVD tout à l'heure. Donc il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Z égale Z 0. égale 0, ça veut dire qu'on est dans ce plan-là. D'accord ? Je croyais que Z0, c'était la distance entre le point fixe et le centre de gravité. C'est le vecteur x0, y0, z0 qui est c'est le vecteur x0, y0, z0 qui est le vecteur qui joint le point fixe au centre de gravité. D'accord ? Donc vous pouvez avoir une coordonnée nulle sans qu'il y ait de problème. Dans le cas de la toupie, par exemple, on a l'axe de révolution qui est justement le vecteur OG, qui n'est pas nul, puisque le point fixe est là, le centre de gravité est à l'intérieur de la toupie, bien entendu. Et donc là, on a Z0 égale 1, X0, Y0 égale 0. Okay, là, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas de symétrie de révolution vraiment, et il y a un axe Z qui est dans cette direction-là. D'accord ? Voilà, donc les systèmes intégrables, c'est une théorie mathématique qui a un peu été oubliée entre les années 1890 et les années 1970, simplement parce que, d'abord, Poincaré avait démontré qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était forcément... Puis on ne savait pas quoi en faire, on avait tous les systèmes dynamiques à inventer et plein de choses intéressantes à faire, donc c'est un peu tombé dans l'oubli. Et dans les années, avec les articles que j'ai montrés tout à l'heure, ces systèmes intégrables sont réapparus comme quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on les a trouvés à des frontières entre différents domaines des mathématiques. C'était plus juste une question de mécanique, résoudre les équations du mouvement d'un corps solide. C'était vraiment un vrai problème de mathématiques avec des représentations de groupes de Lie, des choses compliquées, des équations de Korteweg-de Vries, enfin bon, des choses vraiment très très compliquées. Et ça arrivait à des frontières. Donc c'était intéressant parce qu'on pouvait utiliser des techniques qui venaient d'un domaine dans un autre domaine. Donc c'est devenu un sujet d'étude très intéressant. Ces systèmes sont intéressants parce que on a écrit les solutions, on a été capable d'écrire les solutions. Bon, je vais peut-être passer assez vite là-dessus. On avait un polynôme de degré 3, par exemple, dans le cas de la toupie. Dans le cas de Kovalevsky, on a un polynôme de degré 5. Mais on ne sait pas trop d'où il sort, en fait, ce polynôme. Donc, le point, c'est qu'elle a, pour sortir ce polynôme de son chapeau magique, après avoir dit il y a les solutions ont des pôles et rien de plus compliqué, pour sortir ce polynôme, elle a remarqué qu'il y avait aussi une quantité conservée au cours du mouvement. Bon, j'écris la formule parce que c'est une formule, c'est ce qu'on appelle l'intégrale de Kovalevsky. Comment elle a trouvé ça, je ne sais pas.
Mais en tout cas, après, une fois qu'elle vous écrit que l'intégrale c'est ça, c'est facile de vérifier que c'en est une. Je vais peut-être passer un petit peu vite. En tout cas, c'est grâce à ça qu'elle a résolu les équations, comme j'ai dit qu'elle l'avait fait. Donc, je vais poser quelques questions à ce sujet. Parce que je vous ai dit que c'est des mathématiques de maintenant et que ça intéresse les gens maintenant, donc il faut que je vous pose des vraies questions. Elle a demandé que le système n'ait que des pôles. Elle a trouvé que le système était intégrable. C'est ce qu'on appelle maintenant la complète intégrabilité algébrique, ce qu'elle a sa propriété, cette propriété-là. Les relations entre... bon, ça c'est le papier que je vous ai montré tout à l'heure, là, où il était question de la méthode de Kovalevsky asymptotique, la méthode asymptotique de Kovalevsky, plus exactement. Les relations entre les... Donc là, ils expliquent ce qu'elle a fait. Et pourquoi ils font la même chose. Vous n'êtes pas obligé de le lire, c'était juste pour vous montrer que vraiment ils font référence explicitement à cet article. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne comprend pas bien quelle relation il y a entre cette propriété de Kovalevsky, d'intégrabilité algébrique, comme on appelle maintenant, et puis la propriété d'avoir beaucoup de quantités conservées, d'avoir ce comportement régulier parce qu'il y a beaucoup de quantités conservées. C'est un problème qui est disons, ouvert. Ok, la deuxième question, c'est pourquoi ce système est intégrable? Parce que c'était quelque chose quand même, il faut que vous compreniez que c'est, enfin vous avez sûrement compris que c'est très compliqué. La toupie, on est là, on voit une toupie, on comprend, on la fait tourner, on voit tourner. Cet objet-là, elle vous dit A égale B égale 2C, Z0 égale 0. On ne sait pas ce que ça veut dire. Au point que quand elle a présenté son mémoire pour le prix Bordin, Weierstrass, qui était son professeur, son ex-professeur, parce qu'elle était professeure à Stockholm à ce moment-là, Weierstrass avait demandé à un autre de ses élèves, Schwartz, celui de Cauchy-Schwartz, de fabriquer un modèle pour qu'elle amène le modèle à Paris pour le montrer. Enfin bon, donc c'était quand même un truc un peu compliqué. Oui, quel bonheur d'avoir un élève bricoleur. Bon, c'est un truc compliqué, on ne sait pas d'où ça sort. Même si on sait le résoudre, même si on sait montrer qu'il n'y a que ce cas-là, on ne sait pas très bien d'où ça sort. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup avancé dans ces dernières années. Il y a un article totalement remarquable qui a montré que, en fait, cette toupie dont personne ne comprenait d'où elle sortait, d'où ce machin compliqué que je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, c'était une toupie de dimension plus grande qu'on voyait, qu'on était en train de regarder en dimension 3, parce que nous on est en dimension 3, mais c'était quelque chose qui était parfaitement naturel, et toute une famille de toupies de Kovalevsky en dimension plus grande. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Pour me faire un peu de publicité personnelle, c'est grâce à cet article et à cette méthode que moi je me suis intéressée au problème il y a, disons, une quinzaine d'années avec mon collègue Robert Siol. On a écrit un article utilisant ces choses-là, et c'est vraiment la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer cet article et de trouver l'article de Kovalevskaya, je veux dire, et de trouver ce travail remarquablement intéressant. Dernière question. Comment démontrez-vous qu'un système est intégrable? C'est facile. Vous exhibez des intégrales premières, vous dites tiens, là, il y a une symétrie, donc le moment par rapport à l'axe doit être conservé. D'accord? Ou bien vous êtes assez malin comme Sophie Kovalevsky, et puis vous dites il y a l'intégrale k égale module de p plus iq au carré plus je sais pas quoi. Si vous ne trouvez pas d'intégrale première, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas assez malin, ou bien est-ce que ça veut dire qu'on ne pouvait pas en trouver? Donc la bonne question, c'est comment montre-t-on qu'un système n'est pas intégrable? Donc je vais vous montrer des exemples de systèmes qui ne sont pas intégrables. Il y a des systèmes parfaitement respectables qui ne sont pas intégrables, en voilà un. Donc le premier, il est intégrable, c'est ce qu'on appelle un problème à deux corps. Deux points matériels, en général on pense à la Terre et au Soleil. En appliquant les lois de Kepler, c'est un système intégrable. Ça, c'est facile. Mais vous savez, les relations à 3, c'est plus compliqué que les relations à 2. Donc, si vous ajoutez un troisième larron, la Lune, par exemple, ça devient tellement compliqué que là, on peut démontrer que ce n'est plus un système intégrable.
Donc voilà, il y a des exemples parfaitement respectables de systèmes qui ne sont pas intégrables. Donc il ne faut pas croire que... D'ailleurs, Poincaré a montré qu'il y avait très peu de systèmes intégrables. Voilà un exemple. Un autre exemple. Je vais prendre un satellite et puis je vais le regarder tourner sur une orbite autour de la Terre, une orbite circulaire, et je ne regarde pas du tout comment il tourne sur son orbite, mais je regarde son mouvement par rapport à son centre de gravité. Il y en a peut-être parmi vous qui ont vu un DVD produit par la société mathématique américaine dans laquelle on voit un sauvetage de la station Mir. Personne n'a vu ça? Bon, en tout cas, voilà la station Mir. Et donc elle était là, puis elle tournait autour de la Terre. Il y a eu un accident, ils ont tout bloqué, plus de moteur, rien du tout. Et puis elle était livrée à elle-même. Et donc on s'intéresse à savoir comment est le mouvement, son mouvement propre autour de son centre de gravité. Est-ce que c'est un système intégrable? Ça a une importance, hein, parce que si ça devenait complètement chaotique, vous pouvez imaginer que ça pourrait devenir assez catastrophique pour la station en question. Donc c'est quand même pas une question complètement stupide. Alors il arrive qu'il y a des théorèmes, ça ce que je vous raconte, ce dont je vous parle là, c'est des mathématiques extrêmement récentes. On arrive parfois à montrer qu'un système n'est pas intégrable en utilisant une technique une théorie qui est la théorie de Galois différentielle. Donc c'est grâce à un théorème de Morales et Ramis. Alors, une des applications de ce théorème, ça a été l'article que je vous montre là, qui a été écrit par deux mathématiciens polonais qui ont montré, en utilisant ces techniques-là, que les cas intégrables les patates, là, celles qui étaient intégrables, c'était... on le savait déjà, mais là, c'est une démonstration par la théorie de Galois différentielle. Si une patate est intégrable, c'est soit que vous l'avez fixée par son centre de gravité, soit que c'était une toupie, soit que c'était une toupie de Kowalewski. Okay, donc la patate générale n'est pas intégrable, retenez ça. Voilà, donc ça c'est un article sur ce sujet-là. Et quant à la question du satellite, en effet, on peut montrer que le mouvement d'un satellite autour de son centre de gravité n'est pas intégrable. Donc vous avez intérêt à mettre des moteurs si vous voulez que votre satellite ne se mette pas à faire n'importe quoi. Alors là, j'ai représenté un satellite. Ça, c'est le premier Spoutnik. Donc, je vais conclure cet exposé par une image de la station Mir et une image du premier Spoutnik. Je voulais insister sur le fait que l'école russe de mécanique a utilisé et appliqué les travaux de Sophie Kovalevskaya, même s'ils avaient été oubliés pour d'autres raisons à l'ouest. Et cette école russe de mécanique est aussi celle qui a produit le Spoutnik, le premier Spoutnik et la station Mir que vous voyez là. Et pour finir cet exposé, je suis à peu près dans les temps, hein. Pour finir cet exposé, donc je vous ai fait un joli transparent, enfin un joli diapositive, il paraît qu'il faut dire, où vous voyez le Spoutnik et la station Mir, le roman Une nihiliste qu'a écrit Sophie Kovalevskaya. J'avais dit que je ne parlais pas de sa vie, mais elle a aussi écrit des romans. Et l'image qui est à gauche, ça c'est la publicité pour mes copains, c'est une image de la pièce Le cas de Sofika qui va passer à Chaillot à partir du 26 avril et que je vous engage à aller voir. Où il n'y aura pas beaucoup de mathématiques, mais beaucoup d'autres choses intéressantes. Bon, je crois que j'ai fini. Poser des questions. Donc c'est moi qui ai le micro. Voilà, je suis là, je lève la main, mais je suis par là. Voilà, Je vois rien. sous une lumière. Ah, il y a quelqu'un là-bas.
Voilà, Oui. devant un micro. Moi, j'ai le projecteur dans le... Oui, je vous prie de m'excuser, mais je n'y peux rien. Oui. Moi non plus, malheureusement. Alors, ma question était la suivante. Si je reprends par exemple un problème que les terminales connaissent, c'est-à-dire le mouvement de Kepler, Oui. on sait que pour ce mouvement-là, il y a aussi une régularité de plus, qui est que son odographe est un cercle. Et du coup, il y a une intégrale du mouvement supplémentaire qui permet de résoudre ce problème-là pour les terminales, comme on le faisait dans les années 50. Et maintenant, en 2006, effectivement, je sais qu'on monte dans une dimension supérieure et on dit que c'est un problème sur la sphère et que par symétrie SO4, peu importe le nom, mais que c'est une symétrie sur la sphère, si on projette, on a directement la solution. Est-ce que c'est quelque chose de général, de monter en dimension pour avoir quelque chose de plus simple? Et je pense aux quasi-cristaux. Je vais vous répondre. Alors là, c'est pas sur les quasi-cristaux, parce que là, je vais vous répondre, mais je vais mettre le film en fond d'écran, comme ça vous pouvez voir les images en même temps. Donc je vais vous répondre. Les quasi-cristaux, j'en sais rien. La question de monter en dimension pour comprendre les choses plus simplement, oui, ça c'est vrai. C'est exactement ce que je viens de dire à propos de la toupie de Kowalski. C'est clair que puisque vous avez plus de dimensions, les choses deviennent plus simples. C'est un phénomène exactement de la même nature, ce que vous décrivez par rapport à Kepler et ce que j'ai expliqué par rapport à la toupie de Kowalski. Niveau terminal ou pas niveau terminal, c'est un problème de même nature. Oui, vous avez raison. Bon, les quasi-cristaux, j'en sais rien. Ce à quoi vous faites allusion, c'est le fait qu'il y a des pentagones qui viennent de l'espace alors qu'on ne les attendait pas dans le plan. Ou quelque chose. Ouais, ok. Non, non, mais c'est toujours beaucoup mieux d'être en dimension, d'avoir de la place. Oui, donc moi je voulais savoir, est-ce que les systèmes que vous avez décrits, au bout d'un moment, tendent vers un mouvement régulier, ou est-ce que ça dépend complètement du moment qu'on leur impose au début? Ce que vous voulez savoir, c'est dans la vraie vie ou dans la vie théorique dont j'ai parlé? Non, parce que la conservation de l'énergie, vous voyez, oui, c'est quand même un truc, c'est quand même une hypothèse mathématique. Donc, si on se place dans ces hypothèses où ça satisfait vraiment ces équations-là, l'énergie est conservée, tout est conservé. Ce que j'ai décrit, c'est un mouvement qui est régulier, qui est très régulier, au sens où il a lieu en général dans des bandes, comme celle que j'ai montrée là, et le mouvement est quasi-périodique, c'est-à-dire, ce qui veut dire que si vous passez à un endroit à un moment donné, eh ben, il y aura un moment où vous pourrez passer aussi près que vous voudrez de cet endroit-là. Peut-être dans très longtemps, mais donc c'est en ce sens-là que c'est très régulier. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Peut-être que vous pouvez reposer la question. Ma question était est-ce que, quel que soit le mouvement qu'on lui donne au début, il va tendre vers un même mouvement Non, non, non. Vous avez vu, par exemple, dans ces exemples-là, il y a des conditions initiales. Par exemple, ici, énergie basse, c'est des conditions initiales différentes. Il y a un mouvement qui est pendulaire, il y a un mouvement qui est comme une toupie, il y a un mouvement... Non, non, ça dépend vraiment des conditions initiales, le type de mouvement que vous avez, bien sûr. Et ça dépend de la valeur d'énergie et de ce que vous avez donné, des quantités que vous avez données. Tu as mentionné à quelques reprises les mouvements chaotiques.
Est-ce que tu voudrais dire un mot là-dessus et peut-être sur les mouvements qui ne sont ni chaotiques ni intégrables en ton sens? Ça fait bien que j'aurais pas dû dire ce mot-là. Non, je ne peux pas parler de mouvements chaotiques. Donc, on parle de théorie du chaos n'importe comment. Ce que je voulais, le moment où j'ai prononcé le mot chaotique, je voulais dire que c'était pas intégrable. Okay, je pensais à un satellite. Vous voyez, un satellite, si vous lancez un satellite, ça coûte cher. Vous avez des raisons de le lancer. Il y a des antennes. Il faut que ces antennes regardent la Terre de temps en temps. Si le satellite se met à faire n'importe quoi et si vous ne contrôlez pas, tourner n'importe comment et tout, ça ne sert à rien. D'un côté, on n'entendra plus vos téléphones sonner, donc ça sera plus agréable. Mais d'un autre côté, c'est quand même pas pour ça que vous avez lancé le satellite. Donc c'est une question qui est... Mais je ne veux pas parler de chaos, vraiment. C'est une question de sensibilité aux conditions initiales, comme ça. Je ne veux pas parler de... Je ne suis pas assez spécialiste de ça. Je voulais savoir, vous avez parlé de Lagrange avec sa toupie. Est-ce que l'orbite lagrangienne, ça a quelque chose à voir avec cette même théorie où il y a utilisé avec la toupie? Qu'est-ce que vous appelez orbite lagrangienne? Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est... Non, mais c'est une orbite utilisée par des satellites. Je pensais à un orbite géostationnaire. Ah, les points de Lagrange. Non, mais il y a aussi un orbite lagrangienne, non? Autour du point de Lagrange, c'est un point d'équilibre entre l'attraction, par exemple, de la Lune et l'attraction de la Terre. Donc, c'est un point de très grande exceptionnel entre l'orbite de la Lune et l'orbite de la Terre. Et c'est aussi un point de grande instabilité parce que l'orbite lagrangienne, c'est l'orbite qui passe par ce point de Lagrange en synchronisme avec la Lune. Donc c'est le même Lagrange qui en effet s'est intéressé à beaucoup de problèmes de mécanique, y compris la question de la Lune. Mais je pense que la question de la toupie, à part que c'est de la mécanique dans les deux cas, je pense que la question de la toupie et la question de la Lune sont distinctes. Mais c'est le même Lagrange. Il a laissé son nom aussi au célèbre lagrangien, qui est très utile en mécanique, comme vous savez. Il est intéressant de remarquer que la toupie a besoin d'être lancée. Et quelle que soit la force qu'on lui impulse au démarrage, elle prend un rythme régulier. C'est intéressant. Mais du point de vue mécanique, on ne peut pas l'exploiter. Est-ce qu'on envisage dans des études futures la possibilité d'exploiter comme dans le mouvement d'un pendule? Un pendule par un poids, on sait qu'on peut le faire marcher pendant 1 an, par exemple. Il y a des endroits en France, des églises qui ont des pendules avec un poids, ça marche des mois, presque 1 an. Donc là, on a une démonstration, malheureusement, elle n'est pas exploitable. Pensez-vous, par les mathématiques, pouvoir exploiter ce système? Directement comme ça, pour produire de l'énergie, par exemple Oui, voilà, par exemple, pour produire de l'énergie. Ou tout au moins des ondes pour envoyer dans la sphère ou extérieure des données que d'autres pourraient récupérer. Enfin, en un mot, cette solution que Marie a trouvée, cette solution algébrique, et le précédent, le français, ont-ils un impact sur la science? Ont-ils un impact sur le mieux-être de l'individu? Oui, voilà, incontestablement. Oui, je vais répondre à cette question-là, je peux répondre tous les jours, sans problème. Toutes les recherches en mathématiques fondamentales ont un impact sur le mieux-être des individus. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être être plus clair que celui de la toupie. Prenons un exemple. Voilà un problème mathématique complètement idiot. Je vous donne un problème mathématique complètement idiot. Est-ce que je peux dessiner un polygone régulier à 7 côtés avec une règle et un compas? C'est un problème idiot, parce que vous prenez un rapporteur, vous y arrivez. Vous prenez n'importe quel logiciel,
Il vous fait un truc parfait. Et vous voulez prendre votre compas qui a une trop grosse épaisseur, tout ça, et arriver à faire une figure moins bien pour la gloire de l'avoir fait à la règle compas. Donc c'est un problème mathématique totalement idiot qui a une importance extrême et une influence extrême sur le mieux-être des individus, et le vôtre en particulier, parce que le jour où les gens se sont mis à se poser ce genre de questions, de même qu'une autre question complètement idiote qui était à savoir si on pouvait... Prenons une équation algébrique de degré 5. Est-ce que je peux écrire les solutions de cette équation avec des formules comme moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a, c'est ça J'ai révisé. Est-ce que je peux faire ça ou pas? C'est complètement idiot comme question, parce que même à l'époque de Newton, on savait résoudre les équations de façon approchée, de façon bien meilleure qu'on le fait avec ce type de formule. Okay, c'est des questions idiotes, qui n'ont aucun intérêt direct pour la vie quotidienne. Néanmoins, la résolution de ces questions par Gauss, puis Galois et Abel, c'est quand même ce qui a fait démarrer toute la théorie des groupes et les mathématiques modernes, et en particulier, c'est ce qui fait marcher les satellites, c'est ce qui fait marcher votre téléphone portable, votre machine à laver, etc. Même si la question, a priori, semblait n'avoir strictement aucun intérêt pratique. Donc, pour l'étude des systèmes intégrables et des toupies, la réponse est exactement la même chose. La recherche fondamentale en mathématiques a des applications. On ne sait pas ni quand, ni à quoi, ni comment, mais elle a des applications. Et elle améliore le bien-être de la population. Donc il faut défendre la recherche fondamentale en mathématiques. C'est ça le message. Hein. J'ai deux questions que je vais formuler de façon assez brève. La première, j'ai cru comprendre qu'il y a une corrélation entre la stabilité d'un système, c'est-à-dire le fait qu'on puisse échapper au chaos, et le fait que le système soit intégrable. Et il semble donc que le système de 3 corps soit un système non intégrable. Comment se fait-il que le système, disons, Terre, Lune, Soleil, continue à exister? Donc ça, c'est ma première question. Ah, ben donc ça, c'est... Les échelles, heureusement pour nous, les échelles de temps sont assez longues. Hein. Donc c'est assez difficile de... On peut pas voir à court terme... Vous ne pouvez pas regarder un système évoluer à très court terme, comme ce qu'on est en train de faire quand on regarde le Soleil, la Terre et la Lune. Je veux dire, ça vient d'être créé, ça. On le regarde depuis très peu de temps. Hein. Okay, on ne peut pas deviner si ça va être stable, si ça va être régulier, si ça ne va pas l'être, si ça va être intégrable. Ça, vous ne le voyez pas à court terme. C'est un truc qui se voit à long terme. Tu vois, la quasi-périodicité, c'est un truc, tu dis, aussi près, dans un temps peut-être très long, on va revenir aussi près qu'on veut d'une position qu'on avait déjà. OK ? Annonce qu'à la fin, il va y avoir le chaos, c'est ça? Non. Non, ce que je te réponds... Ce que je te réponds, c'est pas ça. C'est que, évidemment que le système Terre, Soleil et Lune, mais d'ailleurs le système Terre-Soleil aussi, hein, évidemment que ce système, il ne va pas durer pour toujours. Mais ce n'est pas très grave, je veux dire, par rapport à... Je veux dire, il sera encore là demain. La deuxième question qui est indépendante donc, de la première, c'est tu as fait l'éloge de l'école de mécanique russe. Comment se porte l'école de mécanique française? Ça existe, ça? Bon, moi, quand j'étais petite, il y avait une épreuve de mécanique à l'agrégation, ça n'existe plus. Hein. Il n'y a plus de département de mécanique, non, je ne sais pas. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'à l'université, c'est pas... Non, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne connais pas de... Au niveau des sciences industrielles, on sait quand même faire le contrôle d'un satellite. Ah bah évidemment. Non, non. Attendez, je vais être clair sur le satellite. J'ai démontré que le mouvement d'un satellite n'était pas un mouvement intégrable. Okay, mais bien entendu, vous n'envoyez pas un satellite que vous laissez livrer à lui-même dans l'espace. Vous le contrôlez. Je veux dire, évidemment.
heureusement. Non, mais donc le système, enfin, ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous avez expliqué à propos de Ramis Morales permet effectivement d'avoir un contrôle robuste sur des attitudes. Et ça, c'est effectivement ce que demandait monsieur. Est-ce qu'on a des applications de ce théorème? Oui. Je dirais même pour les terminales, l'exemple bateau qui est la machine d'Atwood, à partir du moment où un des poids se balance, on sait qu'effectivement, cette machine-là, elle présente des irrégularités, mais qu'on sait contrôler si on a ce théorème à notre disposition. Oui, bien sûr. La machine d'Atwood, ça consiste simplement à faire tomber deux poids de part et d'autre d'une poulie. Enfin, il y a un poids, un fil qui passe sur une poulie, et de l'autre côté, il y a un autre poids qui le... De ce fait, on a quelque sorte un mouvement ralenti dans le champ de pesanteur, et ça permet de mesurer comme ça assez agréablement la valeur de G. Donc ça s'appelait vers 1740 la machine d'Atwood, un peu comme Galilée ralentissait ses corps le long d'un plan incliné avec un G sinus alpha. Bon, là c'est la même chose, sauf que quand les poids se balancent, ça rajoute un degré de liberté, et du coup on a une swinging Atwood machine qui ne marche pas du tout. Le terminal ici ferait mieux de réviser parce que j'ai l'impression que sur la machine d'Atwood, vous n'êtes pas tout à fait au point. Mais attends, mais moi j'avais calculé G comme ça dans un TP de physique quand j'étais en seconde, mais ça s'appelait pas la machine d'Atwood, donc j'avais pas reconnu le... Autre question? Bon, vous n'avez pas expliqué, du moins clairement, ce qu'était qu'un système intégrable, mais c'est pas grave, ma question peut marcher quand même. Est-ce qu'on peut rendre un système intégrable, par exemple pour le système solaire, en lui réinjectant de l'énergie? Je réponds d'abord à la première partie de la question qui n'était pas une question. J'ai jamais dit que j'allais définir ce qu'était un système intégrable. Ce que je voulais expliquer, ce qui est contraire à ce qu'on fait dans un cours de maths, mais ce qu'on peut faire dans une conférence de mathématiques, c'est montrer des phénomènes et montrer ce qu'est un système intégrable sans même l'avoir défini. C'est ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si je suis arrivée, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Cette régularité, j'ai essayé d'expliquer ça sans l'avoir défini, parce que si je l'avais défini, le premier mot qu'il fallait que je dise, c'était un mot qui exigeait 4 années d'études à l'université, donc ce n'était pas la peine. Okay, bon, alors pour répondre à la suite de la question... réinjecter de l'énergie, je ne sais pas... On peut comment discuter à propos des satellites? Bien sûr qu'on peut contrôler et modifier le mouvement d'un système. Si un système ne fait pas ce que vous voulez, vous pouvez lui injecter de l'énergie, bien entendu. C'est ce que le monsieur là-bas expliquait. Mais le rendre intégrable, comme je n'ai pas donné la définition, c'est difficile de... Mais non, la réponse est non. Parce que précisément, dans le système intégrable, l'énergie est constante. Donc si vous ajoutez de l'énergie, ça rend... La réponse en mathématiques est non, si vous voulez. Mais si ce qui vous intéresse est de contrôler la trajectoire et de modifier les trajectoires parce qu'elles ne font pas ce que vous voulez, alors oui, vous pouvez, bien sûr. C'est ce qu'on fait avec les satellites, notamment. Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, je vais adjuger la dernière question. Il n'y a pas d'autres questions? Les lycéens n'ont pas posé de questions là, du lycée Bascan de Rambouillet. Si. Bah, si. Lui, les autres. Mais les autres... Vous êtes 60, paraît-il. 60 de Rambouillet, c'est courageux quand même hein, d'être venu à l'heure du dîner et tout, comme ça, là. Je savais bien, c'est ce que je voulais entendre. Ils vous ont bloqué dans le car, c'est ça? Demain, vous devez écrire un compte-rendu de ce que j'ai raconté?
Une question là dans le fond. Oui, juste une question non mathématique. On voit pour le nom de Sophie Kowalewski, Sophie Kowalewska, Sophie Kowalewskaya. Alors, quel nom doit-on employer? Bon, elle s'appelait, son nom en russe, c'est Sofia Kowalewskaya. Kowalewska, ça n'existe pas, ça c'est une invention des Ignares. Elle a vécu en Allemagne, en France, en Suède. Et elle a écrit en français, en allemand et en suédois. Et quand elle écrivait son nom, Sophie Kowalewski, je pense qu'elle pensait que c'était plus simple. Bon, à l'époque, la façon dont on transcrivait les noms russes n'était pas la même que maintenant. Vous n'avez qu'à lire des anciennes traductions de Tolstoï et vous verrez. Ça ne ressemble pas aux noms des mathématiciens russes qui portent les mêmes noms en ce moment, quoi. Ça ne s'écrit pas pareil. Donc il y a différentes écoles. Moi, je dis Sophie Kowalewski pour une raison extrêmement simple, c'est parce que je la connais par un article qu'elle a signé Sophie Kowalewski. Point. C'est elle qui a choisi de s'appeler comme ça me suffit. Quoi ? Non, mais il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que Sophie Kowalewski, il n'y a aucun problème. Il y a qu'on voit apparaître le nom sous des tas de façons différentes. Mais Kowalewskaya aussi, c'est le nom du mari. Elle s'est mariée avec un monsieur Kowalewski. D'ailleurs, en parlant de ça, puisqu'on avait dit qu'on ne ferait pas de biographique, elle s'est mariée avec ce monsieur Kowalewski. C'était un mariage blanc, et c'était ce qui lui permettait d'aller faire des études en Occident. Elle a choisi de se marier avec ce monsieur et de porter son nom. Je veux dire, c'est son droit. Je propose qu'on laisse les gens décider comment ils s'appellent. Si elle signe son article Sophie Kowalewski, on peut l'appeler Sophie Kowalewski. Oui, bon, c'est aussi une question un peu à caractère historique, mais mis à part ses travaux sur les toupies, est-ce qu'elle aurait fait ou participé sur d'autres projets de mathématiques? Oui, c'est une bonne question. Donc, elle a eu une vie mathématique assez brève. Donc, elle est née en 1850. Elle est arrivée chez Weierstrass à Berlin, enfin chez Weierstrass strictement, parce qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans l'université. Donc, elle allait chez Weierstrass pour avoir des cours. Dans les années 1870, et en 1874, elle a passé à Göttingen 3 thèses, donc l'équivalent de 3 thèses. Donc il y avait 3 travaux différents dans cette thèse. Après, elle a eu une période un peu moins productive. Et en 83, une fois que son mari est mort et qu'elle a obtenu le statut respectable de veuve, elle a pu obtenir un poste à Stockholm. Et à ce moment-là, elle a recommencé à travailler à des mathématiques de façon plus active. Et c'est de cette période que date l'article dont j'ai parlé là, dont je pense que c'est la chose la plus intéressante qu'elle a faite. Son nom est attaché aussi à un théorème d'existence de solutions d'équations dérivées partielles, qui avait été démontré aussi d'une autre façon, probablement moins maligne par Cauchy, et qui s'appelle le théorème de Cauchy-Kowalewski ou Cauchy-Kowalewskaya, comme vous voulez, mais surtout pas Cauchy-Kowalewska, ce qui ne veut rien dire. Comme m'avait fait remarquer Martin Hodler l'autre jour, c'est assez bien comme nom Cauchy-Kowalewskaya, parce que Cauchy, c'était quand même un vieux réac, et elle, c'était une jeune révolutionnaire, donc les deux ensemble, ça fait... Voilà, donc elle a fait ça, elle a fait un article, donc ce papier-là, Cauchy-Kowalewskaya, elle a écrit un très joli article sur la forme des anneaux de Saturne, un article mathématique, et elle a écrit un ou deux autres articles dont l'un s'est révélé être faux après, bon c'est des choses qui arrivent, mais disons sa vie mathématique a été relativement brève. À l'époque où elle est morte, elle avait des projets des projets de collaboration, notamment avec Poincaré. Malheureusement, c'était le 19e siècle et c'était un temps où on pouvait mourir de pneumonie à 41 ans et c'est ce qui lui est arrivé. Donc on ne saura pas ce qu'elle aurait fait avec Poincaré. Donc elle a une œuvre mathématique relativement peu importante. Remarquez que le Cauchy-Kowalewskaya 1 et ce que j'ai raconté aujourd'hui 2, ça fait 2 idées. André Weil disait que c'est une mathématicienne à 2 idées.
Quand André Weil disait un truc gentil sur quelqu'un, c'est parce qu'il voulait dire un truc méchant sur les autres. Donc ça veut dire que la plupart n'en ont qu'une, qu'ils exploitent toute leur vie, sans parler de ceux qui n'en ont jamais eu. Et donc c'était une mathématicienne à 2 idées. Donc bon, de la part d'André Weil, c'est plutôt sympathique. Voilà. Puisque vous nous passez le DVD derrière, est-ce que vous pouvez juste nous dire 2 mots sur les figures que vous passez, puisque... Que je vois pas, là. Donc, il montre... où est-ce qu'on en est, là? Parce que depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de formes qui se produisent avec des fils qui se réduisent à des surfaces. Ouais, donc bon, c'est la partie la plus compliquée. Donc on étudie ce mouvement. Ce mouvement a lieu, comme j'ai expliqué, dans des bandes. Ces bandes sont la matérialisation. Donc vous avez vu ça, c'est pas dans des bandes comme ça. Ces bandes sont la matérialisation dans l'espace que vous voyez de quelque chose de plus compliqué dans un espace de plus grande dimension. Et ces choses-là sont des tores, c'est-à-dire des bouées, des chambres à air. Et puis, quand vous modifiez la valeur de l'énergie, eh bien, ces objets se modifient. Donc, l'essentiel des choses que vous avez vues, c'est quand on modifie la valeur de l'énergie ou la valeur de l'intégrale K de Kovalevskaya, comment ces tores se transforment. C'est ça qui montre dans ce DVD. Donc je pensais que ça faisait un joli fond, je ne pensais pas expliquer les détails. En plus, je ne le vois pas, moi. Peut-être une dernière question. Peut-être une question qui est beaucoup triviale par rapport au cas Sophie Kovalevskaya. Récemment, à Beaubourg, ils vendaient des toupies, des petites toupies. Quand on les lance, elle fait ça, et puis elle revient, l'axe s'inverse. Alors, ça m'a particulièrement troublé. Est-ce que vous pourriez en dire 2 mots? Non. Je dois avouer que c'est un objet que j'ai jamais très bien compris. Enfin, j'en ai une dans mon bureau depuis assez longtemps. Je me rappelle avoir passé pas mal de temps à genoux dans le bureau avec un de mes collègues à regarder la toupie tourner pour voir au moment. Donc, vous voyez, ça a une forme de champignon, si on veut. Donc vous la lancez en tournant l'axe. Donc c'est la partie sphérique là, qui est sur le sol et qui tourne. Et au bout d'un moment, la toupie se retourne et elle se met à tourner sur l'axe. Au lieu de... Vous la lancez comme ça et elle finit comme ça. Bon. Après, elle retombe. Et je me rappelle, j'ai passé pas mal de temps à les regarder tourner, mais je ne connais pas la théorie et je ne suis pas certaine. Dans le système d'équation, il faut tenir compte du support. Que ce support est parfaitement lisse, qu'elle n'a pas d'adhérence zéro, elle ne peut pas remonter sur son axe. Ce qui est sûr, c'est que les équations que j'ai racontées là, elles ne peuvent pas décrire ça. Hein. Ça, c'est clair. Bon, déjà, c'était un peu triché de dire que la toupie avait un point fixe, parce que quand vous regardez tourner une toupie, la première chose que vous voyez, c'est que le point n'est pas fixe. Okay. Donc déjà, c'était une approximation, et je pense qu'en effet, les frottements jouent un rôle très important dans l'affaire dont vous parlez. Mais je ne connais pas la modélisation de ce truc. Mais c'est un problème très intéressant. Donc je suppose qu'il est connu. Dont la réponse est connue, je suppose. Avant l'occupation, en 1938-37, se vendait des toupies enfants. Sur un pied, la toupie tournait dans un trou, dans une cavité, et ça durait excessivement longtemps, finissait par tomber, mais elle tournait toujours au même endroit, elle tournait bien. Ouais. Je vous réponds parce que la toupie, quand nous étions jeunes, on ne les pas tombés par terre, on pouvait, parce qu'on les toupies, on les lançait. Oui, avec une ficelle, oui. Gyroscope. On les lançait sur un pied, et ça tournait sur ça fait partie d'une démonstration. Bien, je crois qu'il est temps de conclure. Je vous invite à
à consulter ce document-ci qui contient un certain nombre d'éléments biographiques sur Sophie Kovalevskaya. Il y a naturellement les prochains rendez-vous, la prochaine conférence ici le 10 mai, et puis le débat entre Michel Audin et Jean-François Perret ici le 3 mai, et un certain nombre d'autres manifestations auxquelles vous pourrez participer. Merci.